Salut Mike, Salut, salut. ça va? Ça va, ça va. Tranquille? Très bien, ça va. Alors on se retrouve pour une petite interview, mais je voulais d'abord commencer par te parler d'un truc parce qu'il faut que tu m'expliques là. D'accord. Le cross sur Ricky Rubio. On commence direct par ça, il faut que tu m'expliques Ouais, là. alors c'est un de mes moves, c'est un des moves que je fais souvent. Ceux qui me connaissent, ils connaissent un petit peu ce move. C'est vraiment un move réflexe. Je voulais passer, il m'a empêché de passer, changer de direction. Après, voilà. Ça s'est passé comment sur le moment quand tu as fait ça, tu t'es dit quoi? Parce que c'est Sur Ricky le coup, Rubio quand sur même. le coup, j'ai pas réalisé parce que je l'ai pas vraiment bien vu tomber. J'ai juste Ouais. vu qu'il était plus dans mon champ de vision. Ouais. Après, tu fais la passe à mon coéquipier, il y a eu la faute. Et c'est mon coéquipier qui m'a dit il est tombé, il est tombé. Et donc j'ai pu voir l'action après le match, mais sur le coup, j'avais pas vraiment réalisé ce qui se passait, quoi. Ouais, on parlera de ce match un peu plus tard. Ouais. Je voulais qu'on commence par parler un peu de tes débuts. Où est-ce que tu découvres le basket? Comment tu viens à ce sport? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? J'ai commencé à Suissy-en-Brie, alors j'habitais à Suissy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Et c'était la période un petit peu JO 92, Ouais, la Dream Team. Et en fait, dans mon quartier, tout le monde s'est mis à jouer au basket. Mon grand frère et ses amis. Donc moi, le petit, j'avais 5 ans. J'allais sur le stade du terrain aller voir jouer. Et puis je tapotais un petit peu ma balle sur le côté. Et puis j'ai pris goût. J'ai pris goût tout simplement. Et j'étais meilleur au foot, mais le basket, voilà, j'aimais trop le basket. Donc je me suis lancé comme ça. Et à 9 ans, j'ai pris ma première licence dans le club de Suissy-en-Brie. D'accord. Et donc après ça s'est passé comment ta formation, on va dire jeune, mais tu vois avant 18 ans où tu commences à entrer dans le monde professionnel, comment ça s'est passé? T'étais où? Justement après Suissy, je suis parti à Charenton Ouais, Charenton. à 12 ans. C'est là où vraiment ça a commencé un petit peu à décoller. J'ai rencontré vraiment des bons coachs là-bas qui m'ont bien formé. Et, à 15 ans, je suis parti à Reims. C'était une nouvelle étape dans ma progression. Et là, c'était centre de formation avec. J'ai fait un an cadet espoir où j'ai fait mes premiers matchs professionnels. Et après, la carrière, elle a démarré comme ça. Donc ouais, tu passes 3 saisons à Reims. Donc ouais, c'est vraiment J'ai fait 4 saisons à Reims. 4 saisons, mais 3 plus avec les pros, non? J'ai fait 3 plus avec les pros. Ouais. Ouais, et là, c'était vraiment ton entrée dans le monde professionnel. C'est vraiment mon entrée dans le monde professionnel. C'était quoi le niveau là, des pros? C'était quoi? Pro. Pro. On a fait une saison en Coupe d'Europe aussi. C'était Ah ouais? ce qui correspond un petit peu à l'Euro Challenge maintenant. Et ouais, c'était vraiment une bonne expérience et ça m'a vraiment aidé à mettre les pieds dedans, quoi. Ça s'est passé comment ton intégration dans ce monde professionnel? C'était un petit peu spécial parce que c'est quelque chose qu'on voyait à la télévision. Et moi, je me rappelle d'une anecdote où un joueur avait signé à Reims et un an avant, j'avais ses matchs chez moi dans mes cassettes vidéo. Et de le voir en face de moi, c'était vraiment quelque chose de surprenant, quoi. Et donc ça a été un petit peu difficile au début, j'ai dû m'adapter un petit peu, mais après ça s'est fait. Et, les coéquipiers m'ont vraiment aidé à me mettre dans le truc, quoi. D'accord. Et après Reims, tu vas à Clermont? Ouais, direction Clermont avec un coach Jean-Aimé Toupane qui voulait faire jouer les jeunes. Donc pour moi c'était un bon projet. Donc il m'a appelé et je suis venu directement, j'ai pas hésité, je suis parti directement. Là-bas tu passes combien de temps? 1 an, 2 ans? 1 an? Un an à Clermont, qui était une expérience vraiment très difficile pour moi. Parce que c'était une nouvelle méthode de travail, que j'avais pas l'habitude de travailler comme ça. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à m'adapter, mais après ça s'est quand même bien passé. Et ensuite Limoges. Donc ouais, là j'ai une photo. Ouais. Donc ça c'était à Limoges. Ouais, ça c'était vrai, c'était à Limoges, c'était de très bons souvenirs. Déjà le premier souvenir que j'ai, c'est Fred Fortet qui m'appelle au téléphone, qui à l'époque il était coach et président. Et qui m'appelle, qui me dit on avait joué contre Hollande avant en Coupe de France et j'avais fait un bon match et il m'avait repéré à ce moment-là et il m'avait dit écoute, moi je te veux pour cette saison, il faut que tu viennes. Et bon, quand Fred Fortet t'appelle, tu refuses pas. Moi j'étais content, donc Limoges c'est un club mythique. Je voulais tenter l'expérience et voilà, c'était une super saison. T'en penses quoi de ce qu'on dit de Fred Fortet maintenant, parce qu'il est un peu critiqué quand même, quand on voit même avec ses tweets ou bon, un peu son avis sur le basket français, même son rôle de président au sein du club de Limoges et tout, c'est un peu critiqué. Moi j'ai connu la période Pro B où le club était en restructuration. C'est-à-dire qu'il cherchait à revenir dans l'élite et en tout cas moi personnellement j'ai toujours eu un super contact avec Fred. Donc vu qu'il était coach, on avait des rapports différents que s'il était. Enfin, il était coach et président, mais j'avais plus un rapport de coach que de président avec Fred, surtout qu'on était sur le même poste de jeu, donc il m'apprenait vraiment plein de trucs. Et moi, je pense que c'est l'une des périodes de ma vie où j'ai le plus progressé, parce qu'il m'a appris vraiment beaucoup de choses sur le poste. Et moi, je peux être que reconnaissant
avec Fred, quoi. C'est ce qui m'a apporté, c'était vraiment beaucoup. Donc tu passes une saison à Limoges Une saison à Limoges, et après tu te diriges à Rouen. Rouen avec, ouais, c'était sympa. Rouen, c'était sympa. Il y avait, voilà, c'était un club qui montait en Pro A et voilà, qui voulait rester le plus longtemps possible. Et il y a voilà, le coach Michel Véronnet qui voulait me faire confiance. Et, donc j'y suis allé, surtout qu'avec Limoges en fin de saison, il y avait eu un nouveau coach qui ne voulait pas forcément de moi, ou pas dans le rôle que j'avais eu pendant toute l'année. Ouais. Donc il m'avait fait comprendre que la porte était ouverte pour pouvoir partir. Et donc vu que j'avais un coach, Michel Véronnet, qui me voulait, donc j'y suis allé. Et donc après Rouen, tu te diriges à Boncourt. Là, c'était en quoi là-bas? Alors Boncourt, c'est en Suisse, c'était une expérience. C'était la première division? C'était la première division, c'était une expérience sympa, je voulais tenter quelque chose de différent. Et je voulais surtout avoir plus de temps de jeu, surtout parce qu'à Rouen, j'en avais pas eu énormément. Plus de responsabilités Plus de aussi? responsabilités. Et donc j'étais venu en remplaçant un meneur américain, et donc ça a été une super expérience où j'ai pu reprendre confiance en mon jeu parce que j'avais beaucoup de temps de jeu justement. Et ça m'a permis de rebondir sur le marché français et voilà, de reprendre ma carrière. Donc Boncourt, tu le dis, c'est en Suisse, tu as joué en France aussi. C'est quoi les grandes différences entre ces deux pays dans le basket? C'est un style de jeu différent. C'est comme en Suisse? Je vais d'abord parler de la France. La France, surtout en Pro B, c'est beaucoup de pression défensive, beaucoup d'agressivité. Ouais. Et la Suisse, c'était un peu plus en lecture de jeu, c'était un peu plus en analyse, c'était beaucoup moins physique. C'était plus posé? Quand même. La Pro B, c'était vrai, voilà, ça a toujours été une ligue très agressive. Et quand tu vas en Suisse avec des très bons joueurs, c'est un style de jeu vraiment différent. Et moi, j'ai vraiment bien aimé la Suisse. Et après, tu reviens en France? Je reviens en France à Quimper. Donc là, c'était en quoi là? C'était en Pro B. Pro B. Et c'était assez particulier car c'était le coach que j'avais eu en fin de saison à Limoges qui ne voulait pas forcément de moi sur l'année d'après. Donc il m'a appelé et puis on a discuté. Et puis voilà, on est reparti sur un nouveau projet. On a fait table rase du passé. Donc on a fait la saison à Quimper et ça s'est plutôt bien passé. Donc après Quimper, tu te diriges sur un autre club de Pro B, Nanterre. J'ai aussi une photo, tu nous en parles? Oh, ça c'est la photo d'après le match de la montée pour la montée en Pro A. Ouais, sacré visage dessus. Ouais, c'était un match incroyable. Déjà, ce match-là, en particulier, c'était un match incroyable. C'était le match pour la montée. On joue Bourg-en-Bresse, qui est aussi une grosse équipe du championnat. Et donc, c'était le match qu'il fallait gagner pour pouvoir accéder à la Pro A chez nous à Nanterre. Et on est mené tout le match. Je crois qu'à 4e quart-temps, on est mené 10 points. Et fin de match, Loïc Akonocho, il y avait Marc Judith aussi qui a fait une très très grosse fin de match. Et donc on gagne le match dans les dernières secondes et on fait monter le club en Pro A, grosse fête, tout le monde descend sur le terrain, c'était incroyable. Franchement, c'était un super souvenir. Et tous les joueurs que je recroise et qui on en parle justement, on a ce souvenir-là en tête de ce match qui fait monter le club en Pro A. Et après, voilà, Nanterre, c'est devenu Nanterre après ce match-là. Il y a qui sur cette photo? Tu nous dis un peu les noms? Alors à gauche, il y a Jérémy Enzeli, qui était un jeune espoir à l'époque qui montait très très fort. Et justement, moi, quand je l'ai vu à ce moment-là, je savais qu'il allait devenir un très très bon joueur parce qu'il avait ce truc qui faisait la différence. À côté, il y a Johan Passab-Ducteil, qui est un des tauliers du club, qui a fait de très très bons passages à Nanterre. En haut, il y a Ned Carter, qui était MVP de Pro B. Guillaume Ponce, qui était le capitaine de l'équipe, qui était le sage, un peu le druide de l'équipe. Il y a Marc Judith et Michael Riley, deux joueurs aussi emblématiques du club, avec Will Daniels, avec Antoine Gomis, Xavier Corosine et bien sûr Loïc Akono, qui est un de mes meilleurs amis. Et donc Nanterre, c'est un club qui est connu pour son côté familial, vraiment chaleureux. C'est ce que tu as ressenti toi quand tu y étais? Ouais, dès le premier jour. Dès le premier jour, ils mettent une ambiance très spéciale dans le club qui fait que les joueurs se sentent à l'aise. Et ça, c'est un truc qui ne s'apprend pas, je pense, qui est naturel. Et eux, ils le font vraiment très très bien. Ils savent mettre en confiance les joueurs, ils savent mettre dans des dispositions qui font que les mecs se sentent vraiment bien quand ils jouent au basket. Et je pense que c'est presque le plus important dans la vie d'un club, c'est que les joueurs, quand ils arrivent au club, ils se sentent bien. Et à Nanterre, c'est le cas.
Donc après Nanterre, tu quittes le club, tu te diriges à Saint-Vallier. Ouais, Saint-Vallier avec Laurent Pluvy. C'était une super expérience aussi. Justement, déjà, c'est un coin de la France que je ne connaissais pas, donc c'était sympa de pouvoir jouer là-bas. Et on avait une très belle équipe, on a failli faire les playoffs. À la fin, on a un petit peu craqué physiquement, mais on était bien parti pour faire les playoffs. On était 6e à Noël. Et ensuite, bon, à la fin, on a un peu craqué physiquement et c'est dommage. J'ai connu de très bons joueurs et de très bons hommes, notamment un qui me revient en tête, c'était l'éclosion de David Denave, qui après est parti à Portez et est devenu un des joueurs connus du basket français. Donc après Saint-Vallier, direction Cognac. Ouais, Cognac, ouais, je suis arrivé en pige en cours de saison pour remplacer un joueur. Et pareil, c'était une expérience plutôt sympa. Et voilà, le but était de monter en Pro B. Bon, on n'a pas réussi l'objectif. Mais voilà, on a terminé en demi-finale du championnat. On a perdu de peu contre les vainqueurs justement du Final Four, qui était Souffel à l'époque. Et donc c'était une expérience sympa, c'est ma première année en N1 et j'ai apprécié. Et après, cette saison, tu joues à Berck, j'ai une photo. Ouais, Berck, c'était vraiment... c'est une ville particulière, un public particulier. Voilà, c'est une ville qui vit basket, qui a une grosse histoire basket et qui a envie de renouer justement avec ce passé glorieux de... voilà, ils ont fait l'Euroleague, enfin l'Euroleague de l'époque, ils ont fait vraiment des grosses compétitions. Et ils ont envie de renouer avec ça et c'est vrai que c'était un challenge intéressant. On était en N2 et voilà, on a fait le job en montant en N1. Malheureusement, l'an d'après, on n'a pas réussi à se maintenir. Mais je garde un très bon souvenir de Berck parce que justement, il y avait toute une ferveur autour du club qui était vraiment intéressante. Mais il y a eu une histoire un peu là-bas, il s'est passé quelque chose, non? Tu as été Ouais, coupé ou quelque chose comme ça, tu peux nous expliquer un peu? Alors ça, c'était avec... il y a eu des petits problèmes avec le coach et le président. Après une défaite, je sais pas spécialement ce qu'ils m'ont reproché à moi, mais ils voulaient faire du changement dans le club. C'est donc comme ça que j'ai été mis à pied, mais il n'y avait pas vraiment de motif, quoi. Donc j'ai été réintégré quelques semaines après. Ça a été une fin de saison compliquée, mais c'est vrai que bon, j'ai pas envie de retenir ça par rapport au club parce qu'il y a eu quand même des bons moments. Mais comment tu fais quand tu es coupé comme ça en cours de saison, alors qu'il n'y a pas réellement de motif, comme tu dis? Comment tu fais pour te remettre de ça, tu vas rebondir? Je suis revenu dans le club après. Je suis revenu dans le club après, donc c'est pas vraiment été coupé, donc j'étais mis à pied. Ouais. Comment tu le vis? Bah, pas forcément bien, parce que j'ai rien fait. Donc c'est vrai que si j'avais fait quelque chose encore, j'aurais pu dire bon bah voilà, c'est ma faute. Là, c'était pas vraiment le cas. Donc c'était compliqué à vivre au quotidien, mais après, ça reste que du sport, donc c'est pas comme si voilà, je suis mort ou que voilà, c'est juste du sport, c'est un événement qui s'est mal passé, voire très mal passé. Mais je savais très bien que la vie continue et voilà, j'avais la possibilité ensuite de refaire ma vie convenablement. Donc c'était un court moment difficile à passer quand même. Donc là, j'ai une autre photo. Tu nous en parles de cette photo? Ouais, ça c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Le K54, C'est ouais. le Quai 54. Voilà, c'est une aventure qu'on a commencée en 2008 avec une bande d'amis. Des amis que je connais depuis que je suis petit. Et, le tournoi a commencé vraiment à grandir, parce que c'est un tournoi qui a commencé en 2004 et qui commençait vraiment à bien grandir. Et nous, on s'est dit, on veut le faire. On veut le faire. On est passé par les qualifs. Et donc ça a été une super aventure dès le début parce que le premier match on joue contre la Relève, qui était une équipe voilà, de joueurs de Pro A, de Pro B. Et nous on avait dans notre équipe des mecs qui jouent en N3, en excellence, région, et on gagne le match. Et donc c'est là qu'a commencé l'aventure Oudmix avec voilà, une bande d'amis. Et 8 ans après, bah, ça continue, quoi. Ça continue. On a même réussi à gagner en 2014, qui était vraiment la chose inespérée pour une équipe qui venait des qualifs avant. Et donc voilà, c'est une super aventure chaque été et on est content d'en faire partie, quoi. Donc là, il y a qui sur cette photo? Tu nous commentes un peu les joueurs? Il y a Yannick Zaché, voilà, c'est un joueur que je connais ouais, depuis plus de 10 ans maintenant. On jouait l'un contre l'autre en espoir. Lui était à Roanne, moi j'étais à Reims. Donc c'est un très bon joueur qui joue maintenant en N2 dans la banlieue lyonnaise. Il y a Michael Var un peu plus loin, qui a fait pas mal de clubs de Pro B, qui est un joueur très référencé en Pro B. Et qui a été très 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 bon en finale justement
du K54 en 2014 qui nous fait gagner un petit peu la finale. Devant, il y a Smile, c'est Damien Jean-Joseph, qui est peut-être, pour moi, qui est peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du K54. J'ai pas vu de meilleur défenseur que lui. Je connais pas de meilleur défenseur que lui, mais encore moins en K54. Et donc voilà, c'est notre capitaine, c'est le joueur emblématique de l'équipe. Un peu plus loin, il y a Jacques Alinguet, qui pour moi était le meilleur joueur du tournoi en 2014 et qui était l'un des meilleurs joueurs du tournoi après. C'est un très gros joueur. Franchement, c'est un très grand joueur. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, quand on a pu l'avoir dans l'équipe, on l'a intégré directement. Et il est venu en cours de route. Lui, il n'était pas là dès le début, mais il a fait beaucoup de bien à l'équipe dès qu'il est arrivé. Et Angelo, le tsar, qui lui aussi est arrivé en cours de route et qui a vraiment aidé l'équipe à monter de niveau pour pouvoir être parmi les meilleures équipes du Quai maintenant. Donc à travers toutes ces saisons, voilà, tu as joué dans différents niveaux, tu as fait le K54 et j'ai aussi une photo, tu nous en parles de ça? Ouais, ça c'est une photo très sympa parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. En fait, voilà, moi je suis joueur français à la base et j'ai toujours joué dans les équipes de jeunes ici et j'ai même représenté l'équipe de France dans plusieurs matchs et plusieurs sélections. Mais voilà, j'ai une partie de ma famille. Moi, je suis le seul à être né en France et une autre partie de ma famille qui est née en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, c'était important de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire car c'est toute une famille qui est derrière moi. Et de voir mon nom sur le maillot et le drapeau dans les bras, après un match important comme celui contre le Sénégal, voilà, ça voulait dire beaucoup de choses parce que j'ai pu représenter mon pays et je pense que pour un joueur, c'est quand même très important de pouvoir représenter son pays et moi j'ai eu cette chance. Alors voilà, pour moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu faire cette expérience. Là, j'ai une autre photo, c'était contre l'équipe de France. Ouais. De Colo, c'était comment ce match? Bon, ce match-là était très difficile, mais j'étais très content de pouvoir jouer contre Nando parce que c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 11 ans. Et depuis cet âge-là, on est restés amis. On a fait pas mal de sélections ensemble. Et ça me fait déjà plaisir de le voir à ce niveau-là, lui, parce qu'il le mérite vraiment. C'est vraiment une très belle personne. Et donc pouvoir jouer ce match-là et face à lui, c'était vraiment sympa. C'était un petit clin d'œil parce qu'on a une petite rivalité entre le département, lui il est du Pas-de-Calais et moi je suis du Val-de-Marne. Et il y avait eu un match une fois un match qu'on devait gagner, qu'ils ont réussi à gagner à la fin grâce à lui et ses coéquipiers. Et le rejeu contre lui, c'était vraiment sympa. Même si bon, pour le match, il n'y avait pas photo, ils nous ont mis 30 points et ils ont bouclé l'affaire rapidement. Donc tu nous as même ramené un maillot que tu as Ouais. porté. Ouais, j'ai ramené un maillot. Alors ça, c'est le maillot de la Coupe d'Afrique 2013. Donc voilà, c'est peut-être le plus beau maillot qu'on ait eu. Et voilà, pour moi, il veut dire beaucoup de choses parce que c'est vraiment le pays, quoi. Et du coup, tu disais que tu avais quand même représenté la France quand tu étais plus jeune. Ouais, alors j'ai fait toutes les présélections junior et espoir. Ah ouais? Et à chaque fois, j'ai été le dernier coupé. Ah. Donc, Mais du coup, il y avait quand même des matchs de préparation que tu as participé? J'ai fait pas mal de matchs de préparation. On a joué tous les pays européens, quoi. Donc c'était sympa. J'ai vraiment bien aimé. Justement, il y avait Nando aussi qui était là. Donc voilà, c'est une affaire qui date. Mais la plus grande fierté, c'était quand même quand tu as porté le maillot ivoirien. Ouais, clairement. Alors, il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire, mais moi, je me souviens d'un moment très fort. C'est le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique à Abidjan, parce que la Coupe d'Afrique 2013 était à Abidjan chez nous. Et c'était l'hymne national contre l'Algérie. Et tout le monde avait presque les larmes aux yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'émotions à ce moment-là précis, qu'on se dit putain, le basket c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je ne sais pas si j'ai déjà vécu quelque chose d'aussi fort que ce moment-là, au moment de l'hymne national, parce que c'était vraiment quelque chose émotionnellement qui était assez fort. C'est quoi les différences? Comment tu caractérises le basket africain par rapport au basket français? Européen même. Alors c'est assez particulier parce que le basket africain a plusieurs styles. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire qui joue un basket vraiment basé sur la vitesse. Alors, on a beaucoup de très bons athlètes. Vous connaissez sûrement Solo Diabaté. Bien sûr. Il y a Papa Magou. Il y a des figures de la proie. Voilà, il y a Landriedi qui joue au Havre. Voilà, il y a des joueurs, ici Somoro qui a joué longtemps à Strasbourg, qui a à Boulazac. Voilà, c'est des joueurs rapides, adroits. Voilà, ça, c'est le style de jeu de la Côte d'Ivoire. Il y a par exemple le Sénégal qui est complètement différent, qui joue beaucoup sur la taille.
Il y a Cameroun qui joue vraiment sur la puissance physique. Donc il y a pas mal de styles de jeu qui se mélangent en Afrique. Il y a la Tunisie qui joue un basket vraiment très différent, très à l'européenne justement, un basket très léché avec un très bon jeu de passe. L'Angola aussi. Donc C'est varié. Voilà, le basket africain il est vraiment très varié. Nous par exemple, notre style de jeu va plus ressembler à celui de la France par exemple. Où on joue vraiment sur la vitesse, l'agressivité. On a vraiment des très bons athlètes. Pas forcément très costauds, mais qui vont très vite. Et donc voilà, pour nous, c'est plutôt ce style de jeu-là qui nous ressemble. Après, c'est difficile de comparer aux autres pays parce qu'eux aussi ont leur style de jeu qui est vraiment assez différent du nôtre. Au début, on parlait de ton cross là, sur Ricky Rubio. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce match? Comment il s'est organisé déjà ce match contre l'Espagne? Alors c'était rocambolesque. Alors, déjà, le match, c'était la semaine dernière. Le match, c'était la semaine dernière. Et ce match, c'était la semaine dernière. À Barcelone? C'était à Saragosse. À Saragosse. À Saragosse, ouais. Alors, 3 semaines avant, on ne savait pas qu'il y avait de match. C'est-à-dire que voilà, c'est le manager de l'équipe de Côte d'Ivoire qui nous appelle en disant voilà, l'Espagne veut nous jouer. Ils ont un trou dans leur calendrier parce que justement, ils devaient jouer à la base le Nigeria, mais ils ne pouvaient pas les jouer parce qu'ils allaient les jouer directement au JO. Donc, ils veulent nous jouer. Donc, nous, on a monté une équipe commando. On a monté une équipe commando et c'est parti. On a fait nos sacs, on est parti en Espagne. On est arrivé là-bas qu'avec un entraînement dans les jambes. Donc on a dû faire des systèmes un petit peu sur place, quoi, parce que justement on n'a pas eu le temps de se préparer. Mais nous, ça nous tenait à cœur de jouer ce match-là, car on les avait joués il y a 6 ans et on avait fait une très belle prestation contre eux. Et donc pour nous, c'était vraiment cool de pouvoir les rejouer. On ne savait pas si un jour ça allait être possible, quoi. Et donc on a dit, on y va. Et on est tous partis et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Bon, ça a été compliqué évidemment. Mais on tire tous un très bon souvenir de ce match parce que justement, jouer les vice-champions olympiques, ça c'est pas tous les jours. Et les champions d'Europe, c'est pas tous les jours. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment sympa, même si ça a été organisé à la dernière minute, quoi. Donc c'était comment le basket là-bas en Espagne? C'est quoi un peu la place qu'a le basket dans ce pays? Tu l'as peut-être plus vu quand tu y as été là justement. Ouais, très grande. Très grande. Moi, justement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Voir que les joueurs espagnols, c'est des stars presque au même titre que les joueurs de football, quoi. Donc ça passait à la télé sans arrêt. À l'hôtel où on séjournait, parce qu'on était dans le même hôtel que les Espagnols, voilà, il y avait la télé de partout, de chez partout. C'était vraiment impressionnant, quoi. Nous, même en France, on n'a pas, voilà, en France même ça, on n'a pas l'habitude de le voir. C'est vraiment, ils suivent l'équipe comme une équipe, comme si c'était l'équipe de football et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, la salle était, pour un match contre la Côte d'Ivoire, la salle était presque pleine, alors que c'est une salle de 11 000 places. Voilà, que dire, voilà, l'Espagne c'est un pays sportif et ils l'ont encore prouvé. Tu as discuté un peu avec des joueurs après le match? Ouais, il y a surtout un avec qui je voulais parler et j'ai pu lui parler un petit peu et c'était vraiment sympa justement de pouvoir... C'est qui? C'est Sergio Rodriguez. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie depuis mon adolescence. Je le suivais depuis l'Euro Junior où il avait été MVP justement. Et voilà, j'ai toujours admiré son jeu et je m'en souviens parce qu'avec les coéquipiers de Berck, on regardait les matchs de Euroleague cette année. Je disais, bon, j'aimerais bien défendre sur lui, j'aimerais bien au moins une fois dans ma vie défendre sur Sergio Rodriguez. Et la chance est arrivée, j'ai défendu sur Sergio. Et puis en plus, je m'en suis bien sorti, donc on a discuté pendant le match. Et après le match, on a discuté un petit peu et il m'a félicité pour mon match, donc ouais, j'étais content. Et c'est un peu un modèle pour toi? C'est un mec dont tu t'inspires ou c'est juste un joueur que tu aimes vraiment beaucoup plus que les autres? Dans le jeu, ouais. C'est un joueur qui m'inspire. Parce que justement, techniquement, il est quand même très bon. Et il ajoute en plus un peu de style dans le jeu. Et moi, j'aime bien que ce soit efficace et spectaculaire. Et lui, il sait le faire en tant que meneur de jeu. Voilà, il a des dribbles, des passes, des tirs vraiment spectaculaires. Et j'ai toujours aimé ce joueur. Je trouve que c'est un très bon joueur. On voit que tu es vachement informé sur le basket, que tu t'intéresses vachement à tout le basket et à tous les matchs. Et en fait, j'ai aussi une petite photo là. Les confessions, tu nous parles de ça? C'est un site que j'ai lancé en 2013. Et je voulais un peu présenter les sportifs d'une autre façon. Je voulais qu'on voit un petit peu plus leur vie, ce qu'ils ressentent, comment ils sont en dehors du terrain et comment ils appréhendent justement aussi leur sport. Et voilà, en gros, je voulais juste leur tendre le micro, quoi. Et voilà, je pense que c'était sympa pour eux de pouvoir s'exprimer de cette façon-là.
Et c'est comme ça que le site s'est lancé et qui continue aujourd'hui. Donc ça s'est passé comment un peu le lancement du site? Tu étais avec plusieurs personnes ou tu étais tout seul au début? Tout seul, j'étais dans ma chambre tout seul. En plus, je connaissais rien, tout ce qui est site internet, tout ça. Donc moi j'avais juste une idée et ça m'a mis un peu de temps pour pouvoir la mettre en place. Mais voilà, j'ai commencé tout seul et ensuite, au fur et à mesure, voilà, j'ai pu m'entourer de très bonnes personnes qui ont su m'aider dans le projet, apporter aussi leurs pattes. Et donc je pense à un ami très important, Seb Raoul, qui est un ancien agent de joueur qui a travaillé avec Bouna justement, Bouna Ndiaye, qui m'a beaucoup aidé dans ce projet. Et ensuite d'autres sont arrivés comme Vivi, qui a aussi apporté beaucoup de son énergie dans le projet. Donc il y a beaucoup de gens voilà, qui ont mis l'énergie dedans et qui a fait que le site a pris un peu d'ampleur. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'étais même un peu dessus au début en fait. Enfin, Ouais. quand moi j'ai commencé, Ouais. j'ai jamais rien publié parce que je mettais toujours 6 mois à faire une interview ou quoi, mais au début j'étais un peu dessus, tu m'as donné des contacts et tout. C'est le premier site en fait auquel j'étais un peu rattaché. C'est ça. Voilà, c'est tes débuts dans le milieu et voilà, on voit que tu as fait pas mal de progrès depuis. Donc t'as écrit pour ton site, enfin tu écris pour ton site, on peut parler au présent, Ouais. et tu as aussi fait un livre. Donc là j'ai la couverture. Déjà, ça a toujours été un besoin pour toi d'écrire ou pas? Non, ça n'a pas toujours été un besoin d'écrire. Après, ça a été une envie et la première fois que je l'ai fait, c'est justement sur mon site. Ça a été justement les débuts de mon site où j'avais raconté un peu en inside toute la compétition de la Coupe d'Afrique 2013 à Abidjan. Et c'est comme ça que ça m'est venu d'écrire. Je me suis dit, bon, ça peut être sympa d'écrire quelque chose. Et moi, j'avais beaucoup aimé l'expérience et j'avais eu des très bons retours par rapport à ça. Donc, c'est de là qu'est venue un peu l'idée d'écrire un peu. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir des bons contacts qui m'ont lancé. Justement, mon éditrice, Angélique, qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux écrire, bah, moi, je te publie, quoi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de C'était mon rêve, qui est un livre, un récit un peu autobiographique sur ma jeunesse dans le basketball. D'accord, donc là j'ai le livre. Tu peux nous commenter un peu la couverture? La couverture, c'est vraiment à l'image du livre. C'est vraiment le petit garçon qui rêve vraiment de basketball, quoi. Et voilà, moi quand j'étais petit, c'était mon rêve de devenir professionnel. Je voyais que ça. J'étais meilleur au foot, j'étais meilleur à l'école, mais jouer au basket, c'était vraiment que ça, quoi. Donc voilà, c'était mon rêve. Ça résume exactement le parcours de ma vie. Je vois, il y a 263 pages. En 263 pages, tu racontes quoi? Alors, je raconte une période très précise, entre mes 13 et mes 17 ans. Et, ça commence quand tu as 13 ans? Ça commence quand j'ai 13 ans. Et en fait, je me fais virer du pôle espoir à mes 13 ans. T'avais fait quoi? Pas vraiment quelque chose, mais je peux comprendre qu'il l'ait fait. Car j'étais pas archi à l'aise là-bas, faut dire la vérité. Ah ouais? J'étais pas archi à l'aise là-bas. Et c'était mieux partir, tout simplement. C'était mieux partir. Et donc eux, c'est eux qui ont fait la démarche de me faire partir, mais finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc ça commence comme ça. Ouais, ensuite, tu racontes ça. comment construire après un échec où finalement les gens ont dit que j'allais pas percer. Justement après ça, c'est normal que les gens disent que j'allais pas percer et moi j'ai dû me reconstruire par rapport à ça et toujours continuer à croire en ce rêve qui était justement de devenir professionnel. Et donc il y a quelques étapes, quelques péripéties, un peu de chance, un peu de tout pour la fin. Bon, je raconte pas la fin, mais bon voilà quoi, c'était vraiment une superbe aventure que j'ai racontée en 263 pages. T'as écrit ce livre tout seul ou il y a quelqu'un qui t'a aidé? Tout seul. J'ai fait la même chose que pour mon site, dans ma chambre. Alors en plus, j'écris d'une façon un peu particulière, c'est que voilà, j'écris pas avec mon ordinateur, j'écris pas. T'écris à la main? J'écris avec mon téléphone? petit téléphone qui est là et qui enregistre tout. Donc j'écris partout. J'écris. Je suis dans le métro, j'écris. Je suis dans le bus en déplacement, j'écris. Voilà, quand ça me vient, j'écris quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'est écrit assez rapidement en fait. Dès que j'avais un truc dans la tête, je l'écrivais. Et comment t'as fait pour l'éditer? T'as été toi-même vers une maison d'édition? Non, justement, j'avais la certitude d'être édité avant même de commencer à écrire. Donc
Voilà, quand je dis que j'ai eu les bons contacts, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, à la base, je voulais écrire une fiction sur le même thème. C'est-à-dire que sur un jeune qui veut devenir basketteur professionnel. Et donc, j'en parle avec une éditrice qui avait suivi un petit peu tout ce que j'avais fait avant. Et bon, elle voit un petit peu les écrits. Bon, elle est pas super emballée, mais elle me demande, puisque c'est le même, essaye de raconter ta vie, juste pour voir. Donc j'ai écrit 10 pages, je l'envoie. Alors elle envoie-moi 10 pages, je leur envoie 10 pages. Elle me dit ça c'est mieux, si tu veux faire ça, moi je t'édite. Et donc c'est comme ça qu'après les 240 pages qui restent, elles ont été écrites de la même façon. Il y a des grands noms un peu dans le basket qui l'ont acheté ton livre, enfin qui l'ont lu, non? Qui c'est qui l'a lu? J'ai vu déjà Nando De Colo. Ouais, alors Nando, ouais, je pense que c'est le plus grand nom qui l'a lu. Et pour moi, c'était une fierté que Nando le lise parce que justement, c'est quelqu'un qui a vécu de l'intérieur tout ce que je raconte. Et tout ce que j'ai vécu, lui aussi, il l'a vécu à sa façon. Donc, lui aussi, il a une histoire particulière. Et donc, ça m'a fait plaisir qu'il le lise et qu'il le lise aussi vite en plus parce qu'il l'a lu en 2 jours. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Après, il y a pas mal de joueurs pro aussi qui l'ont lu. Donc c'est sympa de voir que le monde du basket aussi a réagi positivement à ce genre d'initiative. Moi, ça me fait plaisir. Et donc là, tu as d'autres livres en préparation, enfin un livre en préparation. Au moins. Ouais, alors là, j'ai un livre en préparation. Donc là, j'en ai fini un petit peu avec ma vie. Et là, je vais me lancer dans une fiction, pareil, sur le thème du basket. Et ça va être une fiction en plusieurs tomes. Et qui va raconter l'histoire de cinq gamins qui ont pareil un rêve et ils vont avoir du mal à le mettre en place. Et on va voir les aventures qu'ils ont dans ce livre-là pour peut-être arriver à leur fin. Donc ce sera toujours chez Rouge Gazelle Édition. Non, cette fois-ci, c'est vraiment une aventure solo. Cette fois-ci, c'est vraiment une aventure solo où moi, j'avais envie de tenter quelque chose de différent. Et je voulais voir un petit peu tous les rouages, tout le monde de l'édition de l'intérieur. Et donc je me suis dit pourquoi pas tout faire soi-même. Donc j'ai monté moi-même mon équipe. Et voilà, tous ensemble, on va essayer de faire le projet pour lancer ce livre, quoi. Et donc voilà, c'est une aventure vraiment plus grande que le premier parce que justement là, je suis dans tous les compartiments de l'édition et pas seulement sur le fait d'écrire. Il sera destiné à qui? Enfin, cette série sera destinée à qui plutôt? Vraiment tout le monde. Tout le monde? Vraiment tout le Tous monde. les âges. Voilà, je voulais pas cibler une catégorie parce qu'en fait, Basketteur comme pas basketteur. voilà, basketteur comme pas basketteur. C'est une histoire de sport et une histoire d'amitié. Et peut-être même que l'histoire d'amitié est encore plus grande que l'histoire de sport. C'est-à-dire que c'est vraiment jusqu'où on peut aller par amitié. Et c'est une aventure qui est entre l'enfance et l'adolescence, voire le monde adulte, parce que quand ça se finit, ils sont adultes. Et ça peut toucher vraiment tout le monde. Et c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est vraiment créer une histoire où une personne qui ne fait pas de sport va la lire et se dire « Ah ouais, ça c'est ma life, ça c'est ma vie ». Et c'est pour ça que je voulais que ce soit le plus large possible et destiné à tous les publics possibles. Tu lis un peu d'autres livres ou tu fais que écrire? Ou tu as des références dans la littérature? C'est étrange peut-être, mais je lis pas tant que ça. Ah ouais? Je lis pas tant que ça. Moi j'ai lu les livres de basket. Lesquels? Moi j'ai commencé par le livre de Magic Johnson quand j'étais plus jeune. J'ai lu le livre de Dennis Rodman aussi, j'ai lu aussi le livre de Michael Jordan. Mais j'ai pas lu de littérature. T'as lu celui de Phil Jackson? Non, justement, j'ai pas lu le Phil Jackson. Peut-être qu'il faut que je le lise d'ailleurs. Et donc j'ai pas lu. Il y a Flo Petrus aussi. Tant de livres que ça. J'ai pas lu celui de Flo Petrus non plus. J'ai lu celui de Samuel Nadeau. Ouais. J'ai lu. Alors, il y a un livre qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Par contre, plus que les autres, c'est celui de Mansour Thiam. C'est une histoire incroyable et je conseille vraiment aux gens de le lire. J'en dis pas plus, mais vraiment ceux qui s'intéressent au basket et qui veulent lire une histoire vraiment hors du commun, je leur conseille vraiment de lire le livre de Mansour Thiam, qui pour moi a été une révélation totale. J'avais eu la chance de l'interviewer pour mon site. Pour ton site? Et ça a été il m'avait offert le livre en me disant tiens, lis-le et tu me diras après ce que tu en penses. Et ça avait été une révélation totale pour moi et on en avait discuté après.
Et il m'a dit franchement, écris, tu verras. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et voilà, pour moi, ça a été une révélation totale, un truc vraiment particulier. Tu la vois comment, du coup, ta reconversion professionnelle après ta carrière basket? En tout cas, le monde du livre, la littérature, tout ça, c'est un hobby. C'est quelque chose que je fais par plaisir. Voilà, je me fixe pas d'objectifs financiers par rapport à ça. C'est vraiment un truc que je fais pour le fun. Donc c'est pas vraiment dans ça que je vois ma reconversion. Après, plus dans le journalisme ou pas forcément? Pareil, les deux c'était vraiment, c'est vraiment par plaisir. C'est vraiment que j'aime le basket et que j'ai envie à ma façon de contribuer au basket. Ouais. Que ce soit par les écrits, que par les interviews, voilà. C'est un truc que je fais par plaisir. Après, moi j'adore coacher. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, voilà, je vais penser très sérieusement. C'est-à-dire que là justement j'essaye de commencer à penser à ça, à coacher. Et il y a d'autres trucs dans le basket qui m'intéressent. Bon, j'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que coacher, c'est le truc qui m'intéresse depuis longtemps et que j'ai envie de faire après ma carrière de joueur. Donc tu disais que tu lisais pas beaucoup de livres. Tu t'intéresses un peu plus à tout ce qui est séries et films ou pas forcément? Bah, moi, tout ce qui touche au basket, je suis à fond. Donc moi, tous les films de basket, voilà, tous les films, toutes les séries qui touchent au basket, voilà, j'ai tout regardé moi là. On the streets of Richmond, they fought to get by. Struggled to get out. Good, bro. And if they had anything left, they brought it to the court. Your boys don't need practice, they need prison. Good afternoon, young men. Are you some preacher, man? Cause God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Leave the gym. I ain't scared of nobody. Cause I lay you out. I don't think so. Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. Now, J'ai tout regardé. Moi, à la base, depuis que je suis petit, je suis un geek du basket. Donc moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'achetais tous les magazines. Et je connaissais toutes les stats de tous les joueurs NBA, de tous, je connaissais tout. Et donc ça a toujours été comme ça dans ma vie, c'est niveau basket, je m'intéresse à tout. Et donc s'il y a un film sur le basket, je vais essayer de le regarder. S'il y a une série sur le basket, j'essaie de la regarder. Il y a une série qui est sortie dernièrement, c'était Survivor Remorse. Ladies and gentlemen, Cam Calloway. I just want to thank my family. I love you. He's gonna blubber like a little bitch. Can I get some money for lunch? Shut up and give me some money. I'm taking an extra $100. Sure, man. Ask me when my dick is in my hand and my wallet's in yours. Ain't that what I did? Hey, you in the East now, baby. I gotta toughen you up. This is the oldest black-owned country club in America. Et voilà, j'ai suivi direct parce que voilà, tout ce qui touche au basket, c'est un truc qui m'intéresse, les documentaires, tout. Voilà, c'est un truc. Moi, le basket, ça me branche, alors tout ce qui est autour, bah, ça me branche aussi. C'est quoi ton film préféré sur le basket? C'est lequel? Voici God Game. God Game. You have a son named Jesus Shuttlesworth? Is your son considered the #1 high school prospect in these United States? He's awesome, baby, with a capital A. The governor's made a request that your son seriously consider enrolling in his alma mater, Big State. The governor's given me his word. He'll do everything in his power to cut your time here short. The NC2A deadline is 1 week away. 2 parole officers will be assigned to you. Yeah, I guess pour moi, l'histoire en elle-même, elle est dingue. Et j'ai pas trouvé d'autres films qui étaient plus réalistes, plus poignants que celui-là. Même pourtant, des fois, des films qui étaient vrais. Mais God Game, voilà, on s'est tous mis dans la peau de Jésus, quoi. On s'est tous mis à sa place, on s'est tous mis... Et donc, moi, c'est le film que j'ai vu en grandissant et qui m'a fait rêver. Après, il y en a un autre, j'ai oublié le titre en français. C'était Gang Ball, mais en anglais, c'est Above the Rim, avec Tupac, qui était le deuxième film qui m'a marqué parce que le personnage principal, le héros, il était vraiment Kyle Watson. Il était vraiment super. Donc c'est les 2 films pour moi qui m'ont le plus marqué. Je pense que Spike Lee doit faire God Game 2 ou non? Bah, ce sera dur d'être aussi bon que le 1. Maintenant, s'il trouve une histoire différente, il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire parce que Spike Lee a talent pour tout faire. Mais ça va être dur de rivaliser le 1 parce que franchement... Ce sera dur de trouver un aussi bon acteur que Ray Allen. Aussi parce qu'il a vraiment bien incarné le rôle. Il a vraiment bien incarné bien. le rôle et lui il a dit qu'il avait incarné le rôle parce que c'était un peu la vie qu'il avait aussi vécue.
Donc, non, You Got Game, franchement, c'est le must en termes de film basket. Tu l'as vu, Les Blancs savent pas sauter? Ouais, je l'ai vu, mais j'étais vraiment petit. Donc, Ouais. j'avoue, je ne l'ai pas revu depuis. Mais avec Wesley Snipes, Ouais. mais voilà, c'était Légende. vraiment, voilà, c'est un film légendaire. Mais c'est un film que j'ai pas vu il y a longtemps, donc il faudra peut-être que je le revoie. Ils ont fait aussi un manga sur le basket, j'ai oublié le nom, mais... Il y a Kuroko Basket. Ouais, voilà, c'est ça. Kuroko T'as Basket. regardé? Ça, par contre, j'ai moins moins suivi. Bizarrement, j'ai pas trop aimé la façon dont c'était animé. Donc c'est vrai que ça m'a pas transporté plus que ça. Surtout que moi, je suis un fan de manga. Ah ouais? Et moi, c'était Olive et Tom et l'école des champions. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équilibre. Donc tout ce qui était manga sur le sport, j'étais à fond. Et j'ai préféré plus cette façon-là, même la façon de raconter l'histoire, tout ça. Parce qu'il y avait vraiment une grosse histoire dans Olive et Tom, même si bon, on se souvient des terrains qui faisaient 300 mètres. Mais Ouais, laisse tomber. moi, je me souviens surtout de l'histoire d'un garçon qui a tout fait pour devenir le meilleur joueur du monde, quoi. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir une histoire comme ça en dessin animé, en manga. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire à l'écrit, même si ça c'est pas du manga. Oui. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir une histoire comme ça dans le basket, où c'est vraiment beaucoup plus mondial que le championnat du Japon, quoi. Tu suivais d'autres mangas que ceux sur le sport, genre Dragon Ball Z? Dragon Ball Z, Chevalier Zodiac, c'était les deux que je regardais le plus, autant qu'Olive et Tom. Mais c'est vrai que Chevalier Zodiac, ça m'a vraiment marqué. Vraiment marqué. J'avais les films, tous les épisodes, j'avais tout, j'enregistrais tout. J'étais fan des personnages. J'étais à fond. Moi, tout ce qui était hors de la vie réelle, c'est un truc qui m'intéressait. Et moi, je voulais être Seyard, le héros des Chevaliers Zodiac, et me battre contre les méchants. Moi, c'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais petit. Donc, plus tard dans la vie, tu feras forcément un truc en rapport avec le basket. Ouais, je me vois pas faire un autre truc. Tu continueras un peu de jouer? Sur les terrains, en dehors, Je tout pense ça? que tant que mon physique me permet de jouer, je jouerai. Ensuite, dès que je pourrai plus, je ferai quelque chose, je me rendrai utile pour le basket, ça c'est sûr. Donc cette semaine, on se retrouve sur un terrain de basket tous les deux alors? Possible, Ok. possible. Merci Mike. De rien, À plus. à plus.